Du coup, merci à tous d'être parmi nous pour cette présentation. Donc, l'idée de cette présentation sera de vous présenter les pratiques du télétravail, pourquoi le télétravail et les différents usages que l'on en fait. Donc, merci à tous d'être là pour commencer. Donc moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Florian Guérin, je travaille pour la société SF2I. Je suis une personne spécialisée dans les technologies cloud et notamment sur l'utilisation de ces outils, certifié sur les outils Office 365. Mon métier au quotidien, donc c'est consultant solutions Office 365 et notamment avec une expertise particulière sur toutes les solutions collaboratives, avec un gros point d'appui sur les technologies Microsoft et sur la digitalisation des processus, c'est-à-dire s'appuyer sur un besoin métier, sur un processus métier et comment l'automatiser avec les technologies qu'on l'on connaît. Je suis aussi en Calédonie formateur Office 365 et PowerShell avec l'agrément des FPC, donc sur l'ensemble des technologies Office 365. Et Silver, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Silver Shorgen, je suis co-gérant de SF2I et je suis Microsoft MVP. Alors, le titre de MVP est un titre qui est discerné, donné par Microsoft sur les personnes qui participent beaucoup dans la vie de communauté. Donc c'est du partage communautaire sur les technologies Microsoft. Mon domaine d'expertise, c'est principalement tout ce qui touche aux techno cloud et collaboration Microsoft, donc Office 365 et SharePoint, avec une forte expertise sur l'automatisation en utilisant PowerShell pour faire cela. Je suis également, comme Florian, formateur agréé à la DFPC sur les mêmes technologies, à savoir Office 365 et PowerShell. Merci Silver. Du coup, on va vous présenter le planning de l'heure. Donc, ça sera une présentation de 50 minutes sur les différents points que je vais vous présenter maintenant. Il y aurait ensuite un question-réponse de 10 minutes, voire plus si besoin. On est bien sûr disponible sur les canaux de conversation habituels. Donc, on va commencer par le chapitre Pourquoi travailler, donc sur les différentes causes qui engendrent le télétravail. Télétravailler, ça demande aussi des bonnes pratiques. Travailler à la maison, c'est pas forcément très simple. On va vous aider à ça. Télétravailler à la maison, c'est aussi avoir des bons outils. Donc, comment bien s'outiller et qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler à la maison? On vous fera une courte présentation des outils cloud, qu'est-ce qui existe sur le marché pour répondre à ces besoins et comment le mettre en place rapidement, surtout avec le contexte actuel. Silver, je te laisse prendre cette partie. Oui, et n'hésitez pas, j'ai posté aussi sur le chat, il y a un petit chat associé à cette réunion. Donc, si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et ça nous permettra à la fin, du coup, de remonter les questions et de pouvoir y répondre. Donc du coup, c'est toi qui as la main, Flo, je te laisse passer le slide. Ouais. Du coup, on va commencer par le télétravail. Qu'est-ce que c'est? Déjà, si on prend le mot télétravail, télé, ça signifie à distance. Et travail, le mot est suffisamment explicite. Donc c'est bien, on parle bien ici de travail à distance. Et à distance de quoi? Ça va être à distance de ses locaux professionnels. La plupart du temps, le télétravail, donc le travail à distance, va se faire chez vous, hein, à la maison. Mais on voit dans certains pays où des personnes vont aller dans un café pour effectuer du télétravail. Nous, on va principalement orienter notre session sur effectuer du travail à la maison. Contrairement aux idées reçues, alors souvent on nous dit mais le télétravail c'est bien pour les informaticiens, mais ça s'arrête un petit peu là. Contrairement aux idées reçues, le télétravail c'est pas fait que pour les informaticiens ou que pour une catégorie très limitée de personnes. Alors je suis pas en train de vous dire que l'agriculteur va pouvoir faire du télétravail, mais dans
quasiment toutes les entreprises, on a quand même pas mal de catégories de personnes qui vont pouvoir faire du télétravail. Si on prend par exemple, je prends le cas de ma compagne, elle travaille chez Enercal dans l'hydroélectricité. Bon, bah, tout son travail de terrain, elle ne pourra pas le faire en télétravail, bien entendu. Par contre, tout son travail de contrôle, d'échange, de communication avec ses équipes, bah, ça, bien entendu, elle va pouvoir le faire, qu'elle soit au travail ou qu'elle soit à la maison via des outils de collaboration. Donc, beaucoup de personnes peuvent télétravailler. Et un point très très important, pour pouvoir commencer, initier et avoir du télétravail qui marche, qui fonctionne dans la durée, il faut absolument avoir le support de votre entreprise. Ce n'est pas des équipes toutes seules qui vont s'auto-organiser dans leur coin sans avoir de support de leur hiérarchie. C'est vraiment quelque chose qui s'appuie dans l'entreprise. Il faut une réelle volonté et stratégie d'entreprise pour cela. Hop, je passe au suivant. Du coup, pourquoi télétravailler? On vous a noté différentes choses sur les intérêts du télétravail pour les entreprises. Les intérêts du télétravail, ce n'est bien sûr pas que pour les salariés. Ça touche beaucoup plus que ça. Évidemment, pour les salariés, on va avoir énormément de gains, que ce soit du temps, de l'argent, de la gestion du temps au quotidien. Mais ça impacte aussi beaucoup les employeurs. Ça va augmenter en fait notamment le bien-être en entreprise. On retrouve assez souvent dans des sociétés qui n'ont pas de télétravail un taux d'absentéisme assez fort, dû notamment aux personnes qui ont besoin de garder au dernier moment leurs enfants ou des choses comme ça. Et ça ne s'arrête pas aux employeurs. On va aussi parler du gouvernement. Favoriser le télétravail, c'est bien sûr réduire l'empreinte carbone. Les gens vont moins se déplacer pour aller au travail. Et donc réduire le trafic routier. Que ce soit en Calédonie ou en Polynésie, on est au courant que le trafic dans les grandes villes est un problème. L'augmentation du télétravail résoudrait en partie ces choses-là. Et bien sûr, le dynamisme du territoire. Donc là, on ne va pas forcément parler pour nos îles, mais sur notamment la métropole, où on pourrait, en favorisant le télétravail, exporter un petit peu les cellules qu'on va retrouver à Paris, à Nantes ou à Lyon, vers des territoires qui sont beaucoup moins attractifs. Aujourd'hui, le télétravail répond aussi à une crise sanitaire de masse qui va un petit peu nous obliger à travailler à la maison. Je vais vous parler rapidement des bonnes pratiques. Donc, travailler à la maison, c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour les gens. Tout simplement parce que on va être isolé, on va devoir gérer notre journée et souvent on a même tendance à se dire si je travaille à la maison, faut que je sois productif, sinon ça va pas se voir et on va penser que je ne fais rien à la maison. Voici quelques petites pratiques qui ont été communiquées sur le site télétravailler.fr. Donc, travailler à la maison, c'est tout d'abord avoir un espace de travail à la maison. On ne travaille pas sur son canapé ou sur sa table basse toute la journée. C'est pas ce qu'il y aura forcément de plus efficient de travailler avec son PC devant Netflix. L'idée, c'est bien sûr d'avoir un bureau chez soi. Une simple table avec une chaise fait l'affaire. Télétravailler, c'est pas travailler non-stop toute la journée. On a le droit de respecter nos horaires de travail. On va commencer à 7h30 le matin, on va prendre une pause déjeuner, on va finir à l'heure habituelle le soir. En revanche, télétravailler, c'est vraiment demander un petit peu plus de concentration. Très souvent, en étant chez soi, on va avoir envie de faire certaines choses du quotidien. J'ai pas fait la vaisselle, je vais vouloir faire la vaisselle. Télétravailler, c'est bien sûr donc s'accorder ces moments de pause de besoin, mais se demander un petit peu de concentration. L'idéal est de s'aménager des périodes de travail et des périodes de pause dans la journée. Un exemple qu'on utilise souvent, c'est je travaille pendant 25 minutes, je m'accorde une pause café de 5 minutes. Et bien sûr, prendre une vraie pause déjeuner à midi. C'est pas parce qu'on est à la maison à travailler qu'on ne doit pas manger. Il faut s'autoriser ce vrai break à midi qui permet de couper la journée. Télétravailler à la maison, c'est avoir une organisation claire. Il faut s'organiser un planning de travail sur la journée, une checklist des choses à faire.
Ça nous permettra de se contrôler sur la journée et savoir si on a réussi à bien avancer ou pas. Télétravailler, ce n'est pas être distant avec ses collègues. Rien ne vous empêche de dire bonjour à tout le monde le matin comme vous le feriez. Ça évite la propagation du virus, d'ailleurs, d'envoyer un chat sur un outil de communication. Donc, envoyez un petit chat le matin pour dire bonjour à vos collègues et un petit chat au moins le soir pour dire à vos collègues « je m'en vais, j'ai fini ma journée de travail ». Et pour finir, le télétravail, ce n'est pas travailler que de chez soi. On encourage bien sûr le côté humain, c'est-à-dire de prendre des pauses avec ses collègues, de rencontrer ses clients au moins une fois en présentiel. Voilà, c'est pas parce qu'on va travailler chez soi qu'on n'a pas le droit de prendre une pause de midi et aller déjeuner au restaurant avec l'ensemble de nos collègues. Donc voilà, en respectant toutes ces bonnes petites pratiques, on va optimiser notre journée de télétravail. Je te laisse prendre la suite, Silver. Oui, alors je rebondis sur ce qu'a dit Flo sur le slide précédent, sur la partie, quand on est chez soi, on a tendance aussi à être un petit peu isolé, ce qui est normal, hein, on travaille tout seul depuis son domicile. Souvent, ce que certaines équipes font, c'est de démarrer un chat le matin avec la voix et la vidéo avec leur équipe et la laisser tourner comme s'ils étaient dans le bureau avec eux. Donc c'est une des méthodes, hein, qui permet de conserver aussi le lien. C'est pas la méthode unique et c'est pas forcément la méthode adaptée à tous les cas et à toutes les équipes, mais ça peut être une solution que de lancer le matin un chat avec voix et vidéo, de discuter avec ses équipes, de faire ses pauses en simultané avec ses équipes aussi. Ce ne sera pas un vrai café, hein, ce sera un virtual coffee, mais on fait sa pause en même temps, on boit le café en même temps ou on fume sa clope en même temps. Ça permet de conserver des liens qui peuvent très très vite être coupés si vous ne faites plus vous n'avez plus aucune relation voix ou vidéo avec vos collègues. Un vecteur extrêmement important, et du coup je fais la transition avec le slide qui vous est présenté en ce moment à l'écran, c'est la confiance. La confiance, c'est déjà indispensable, hein, dans notre vie professionnelle de tous les jours pour pouvoir faire du travail en équipe efficace, mais ça l'est encore plus quand on fait du télétravail. Quand on fait du télétravail, il ne faut pas qu'on ait des idées à se dire est-ce que mon collègue il est en train de regarder Netflix, comme disait Flo tout à l'heure, ou il est vraiment en train de travailler sur le projet sur lequel on doit avancer. C'est vraiment quelque chose d'important d'avoir confiance en ses collègues, que votre hiérarchie ait confiance dans ses équipes et vice-versa, que vous ayez confiance dans votre hiérarchie. Et pour pouvoir avoir cette confiance mutuelle en tout temps lorsqu'on fait du télétravail, il va falloir vraiment beaucoup communiquer. Comme disait Flo tout à l'heure, où on va avoir tendance en télétravail à vraiment organiser sa journée de manière assez claire et assez détaillée, dans le télétravail, on va avoir tendance à quand même pas mal communiquer. Communiquer avec ses collègues quand on est en train de travailler ensemble sur un projet, hein, pour conserver ce lien de confiance et savoir quel est l'avancement, et communiquer aussi avec sa hiérarchie ou avec ses équipes pour qu'il puisse y avoir un point de regroupement de toutes les informations. Merci Silver. Du coup, on va passer à la suite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une des bonnes pratiques du télétravail est bien sûr d'avoir un espace pour travailler. Cet espace, il est physique, avoir un bureau, avoir un PC, avoir une bonne souris, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi avoir les bons outils. Le télétravail peut poser des problèmes si personne n'a les outils pour travailler. Effectivement, si votre société ne vous donne qu'un serveur de fichiers sans même un VPN pour y accéder, le télétravail sera tout simplement impossible. Imaginez devoir emporter avec vous toute votre pile de 200 dossiers pour travailler chez vous. Quelque chose qui n'est pas très imaginable. Donc effectivement, le télétravail demande quelques outils. En plus des outils que l'on va avoir pour travailler habituellement, soit notre ERP, soit notre logiciel CRM ou même vos logiciels métiers que vous utilisez dans la vie de tous les jours et que vous aurez toujours besoin pour travailler, vous aurez aussi besoin d'outils pour communiquer avec vos équipes et partager des fichiers. Donc tout d'abord, un bon outil pour le télétravail va vous demander de pouvoir communiquer. Et la communication, c'est pas forcément l'appel, pas forcément le téléphone, mais aussi des outils de chat, par exemple. On voit très souvent dans les sociétés, notamment dans nos îles, Messenger pour communiquer en entreprise. Un outil qui appartient à Facebook pour faire du professionnel n'est pas forcément le meilleur outil.
On demande aussi assez souvent que ces outils aient des indicateurs de présence, quelque chose qui a été amené par MSN puis Skype par Microsoft. Les indicateurs de présence vont vous permettre de savoir si votre collègue est disponible ou pas pour collaborer avec vous. Tout simplement, si votre collègue dit ne pas déranger, c'est peut-être qu'il est en réunion et qu'il ne veut pas être appelé à ce moment-là. Parlons des réunions, justement. On a très souvent tendance à effectuer des réunions en entreprise et très peu d'outils qui permettent de faire des réunions à distance. Et pourtant, c'est possible. Il suffit tout simplement d'un outil qui vous permet de rejoindre la réunion. C'est ce qu'on fait actuellement. Un bon outil de télétravail va aussi vous permettre de partager des fichiers, d'envoyer des fichiers à quelqu'un, et tout ça de manière sécurisée, et pourquoi pas de manière RGPD. Partager des fichiers, c'est quoi? Ça va être tout simplement les envoyer à quelqu'un par le biais d'un outil de conversation, donc de chat, ou même par mail. Il suffit pour cela d'avoir accès à notre boîte mail, bien sûr. Et bien sûr, un accès aux fichiers. Pour les personnes qui ont du cloud, c'est très facile. On y accède par n'importe quel outil Internet. Pour les personnes qui n'ont pas de cloud, va falloir autoriser un accès à votre serveur de fichiers. Quelques exemples d'outils. On en a noté quelques-uns sur cette slide. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il en existe énormément sur le marché. Donc sur la communication indicateur de présence, on va avoir 3 grands outils qui vont être Teams, Hangout de l'outil de la suite Google et Slack, un petit outil indépendant. Pour tout ce qui est réunion à distance, on va retrouver ces 3 mêmes outils. Pour le partage de fichiers, on va aussi retrouver ces outils-là. Pour la suite Google, ce sera l'outil G-Drive. Pour le partage de fichiers, Teams, l'outil de Microsoft, va très bien y répondre aussi, et Slack, qui couvre l'ensemble des outils de télétravail. Pour l'accès aux fichiers, même principe. Les 3 éditeurs vous offrent une technologie cloud pour stocker du fichier et donc de pouvoir les partager avec l'ensemble des salariés. Silver, tu as un petit peu plus de contenu là-dessus? Oui, je vais juste rebondir sur la partie réunion à distance. Tout à l'heure, tu disais donc les gens veulent pouvoir vivre leur réunion comme s'ils le vivaient dans une vraie salle de réunion. Aujourd'hui, pas mal d'outils, donc là on vous en a présenté quelques-uns, il y en a bien entendu d'autres sur le marché, ce ne sont pas les seuls outils existants, mais pour revenir à la réunion, il y a pas mal d'outils qui proposent par exemple des tableaux blancs virtuels. Ça permettrait, comme dans une salle de réunion, alors ça impose d'avoir une tablette ou un ordinateur portable avec écran tactile, mais ça permettrait, ces fameux tableaux blancs virtuels, de pouvoir écrire au tableau exactement de la même façon que je le ferais dans une vraie réunion, ou pouvoir éventuellement agrafer ou mettre sur mon tableau blanc dans la salle de réunion peut-être des documents. Là, ça me permettrait de venir mettre mon PowerPoint, mon Word, mon PDF sur ce tableau blanc et de pouvoir la noter, etc. Donc aujourd'hui, les outils de télétravail permettent d'avoir des usages qui sont quand même très similaires à du vrai présentiel. Alors certains d'entre vous, là on est sur le slide qui présente les outils. Donc on a présenté 3 gros éditeurs que sont Microsoft pour Teams, Google pour Hangout et Drive et Slack, qui est un éditeur spécialisé dans un outil qui permet de faire de la communication, de la réunion, du partage de fichiers. Mais il y en a aussi d'autres. Certains d'entre vous utilisent peut-être un outil qui s'appelle Zoom. Zoom permet de faire de la visioconférence, permet de faire du chat aussi. Et il y en a quand même pas mal d'autres qui existent sur le marché. Donc vous ne vous focussez pas forcément que sur ces outils. Peut-être que dans votre entreprise, vous en utilisez déjà d'autres. Ce n'est pas forcément les seuls outils et les uniques outils qui permettent de faire cela. Un autre point sur la démo qui va suivre, puisque là, on a fait une petite introduction sur qu'est-ce que c'est le télétravail et puis présenter 2-3 outils existants pour faire cela. Il nous a fallu faire un choix pour cette démonstration. Donc, le choix pour nous, c'est porté sur l'outil Teams, qui est pas mal utilisé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Cependant, tout ce qu'on va vous montrer dans les interfaces Teams sont présentes dans les autres outils qu'on vous a énoncés là, donc les outils de Google ou Slack, et sont également présents dans la plupart des outils du marché qui permettent de faire du chat, de partage de fichiers, de l'accès aux fichiers, etc. Donc, ce n'est pas que dans Teams que vous retrouverez tout ce qu'on va vous montrer, mais bien entendu, tous les outils du marché le permettent.
Ok, merci Silver. Du coup, je vous propose de commencer la démonstration. Donc, comme l'a dit Silver, on va utiliser l'outil Teams pour cela. L'idée est de reprendre les différents petits usages qu'on vous a montrés et de vous montrer comment ça marche avec cet outil-là. Pour ceux qui utiliseraient du Slack, vous allez voir que les interfaces sont sensiblement les mêmes. Donc, Teams est un outil multiplateforme. On va le retrouver que ce soit sur un navigateur Internet. Je suis pour ma part sur Google Chrome. Cela marche très bien sur le navigateur de Microsoft Edge Chromium ou du Firefox ou même de l'Internet Explorer pour ceux qui en utilisent. Pour l'ensemble de la démonstration, je vais vous montrer l'accès à Teams via ce navigateur. On peut retrouver Teams, bien sûr, sur des PC en outil lourd, en client lourd. Il existe aussi sur Linux et sur Mac. Teams, on y accède par le biais d'une URL sur le navigateur. Cette URL, c'est portal.office.com. On vous demandera tout simplement de vous connecter et vous arriverez à cette centrale. C'est un outil de la suite Office 365 de Microsoft. Bien sûr, on peut accéder à beaucoup d'autres outils dans cette suite. Je vais accéder à Teams. Donc, l'interface Teams ressemble à ça, qu'on soit sur un client lourd ou sur un client web. L'interface va se diviser en 4 parties. On va retrouver une énorme barre de recherche en haut. C'est un petit peu les nouvelles conventions web. L'ensemble de la recherche se retrouve en haut. Puis une interface qui se divise en 3 colonnes. Une première avec le menu à gauche, où on va pouvoir effectuer différentes actions. Une seconde section où on va avoir les regroupements. Donc, lorsque je serai sur des équipes, ce sera des équipes. Des conversations, ce seront des conversations. Des fichiers, ce seront mes dossiers, etc. Et une partie contenu où je vais retrouver tout ce que je veux visionner. Donc, on va commencer par la partie conversation, qui est la plus grosse partie qui va nous servir pour cette session sur le télétravail. Les conversations permettent tout simplement de contacter n'importe quelle personne de votre société, qui serait bien sûr inscrit sur les outils Office 365 professionnels. Donc, on va essayer de contacter Silver. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Silver, en ce moment, nous sommes à plusieurs kilomètres de distance. Silver travaille aujourd'hui de chez lui et moi, je suis au bureau. Donc là, je vais tout simplement envoyer un message à Silver. Donc, on voit qu'on a déjà un petit peu communiqué. Donc, je sais que Silver est devant son écran, tout simplement parce qu'il y a une petite coche verte ici qui indique qu'il est disponible. On pourrait retrouver, il existe différents indicateurs de présence. Donc, on peut être disponible, occupé, ne pas déranger. Occupé signifie que il y a une réunion de prévue à cette période-là. Donc, c'est tout simplement synchronisé avec des outils comme Outlook. Si vous avez une réunion qui est planifiée de 8h30 à 9h30 comme aujourd'hui, vous pouvez être occupé. L'indicateur ne... Hop, Flo a eu une petite coupure, donc l'indicateur, comme il montrait ne pas déranger, permet de ne pas avoir de notifications qui apparaissent à l'écran. Alors je vais partager de nouveau moi mon écran, comme Flo a été... Ah, il doit avoir un petit souci de connexion. Hop. Donc je vous partage de suite mon écran. Donc voilà, il devrait arriver dans les quelques secondes. Donc du coup, il disait donc la partie disponibilité, pardon. Donc il y a disponible, occupé. Alors mon écran est en anglais. Ne pas déranger. Bah, par exemple, là, je suis en train de faire une session en ce moment. Je vais automatiquement être en ne pas déranger, ce qui va permettre toutes les personnes qui vont discuter avec moi ne poperont pas. J'aurai pas de notifications qui arriveront à l'écran pendant ma présentation. De retour bientôt, c'est lorsque vous êtes absent depuis plusieurs minutes de votre poste, vous allez automatiquement passer en revient bientôt.
Et enfin, le parer ne pas être disponible ou être loin de son ordi. Donc, le dernier que l'on voit en bas, c'est quand ça fait vraiment très longtemps que vous n'êtes plus connecté. Typiquement, je pars en pause midi. Pendant 1 heure, je ne vais pas être devant mon PC. C'est ce statut-là qui apparaîtra. Dès lors que vous vous loguez sur votre machine à nouveau et que vous allez être dans le cas de cet outil-là sur Teams, automatiquement, vous allez soit passer en disponible, soit passer en occupé en fonction de votre calendrier Outlook. Donc, je ne sais pas si Flo est revenu entre-temps. Non, il a l'air de toujours être... Hop. Non, je vais lui envoyer un petit message. Donc, je vais continuer la démonstration sans Flo pour le moment. Donc, on vous a montré la partie disponibilité tech est très importante. Alors, surtout quand vous faites du télétravail, la partie ne pas déranger, ça peut aussi être lorsque vous voulez vous isoler parce que vous avez besoin de travailler tout seul ou sans trop de dérangement sur votre sujet, sur une partie d'un appel d'offres, sur un projet. Donc, n'hésitez pas à le mettre aussi pour bloquer toutes les notifications qui pourraient arriver. Ensuite, donc là, vous voyez que je suis en même temps en train de discuter avec Flo pour lui expliquer qu'il n'est plus sur le chat global. Vous avez donc cette partie chat unique, mais vous avez aussi la partie équipe. Donc la partie équipe, c'est le petit Teams que vous voyez sur le côté. Et lorsque je clique dessus, vous allez voir l'intégralité de vos équipes apparaître à l'écran. Donc là, dans mon cas, nous n'avons qu'une seule équipe de présente. C'est l'équipe que l'on a appelée Demo Teams, dans lequel, en dessous, on est capable d'avoir plusieurs channels, plusieurs canaux de travail et de collaboration. L'onglet général que vous voyez ici est un onglet qui a été déployé par défaut, dans lequel je pourrais chatter ou ajouter du fichier. Nous, on a créé un onglet spécifique qui s'appelle session de travail, donc télétravail, pardon, c'est la session de préparation pour aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a eu un petit peu d'activité. J'ai créé un to-do. Un to-do, c'est un outil spécifique qui existe dans la suite Office 365 qui permet un petit peu, comme vous mettriez des post-it sur un écran ou sur un mur, de pouvoir avoir ici des tâches que l'on va mettre sur des domaines spécifiques. Donc, par exemple, nous, on avait les slides, préparer les slides, on avait la partie communication et on avait la partie orga des locaux, puisqu'à la base, cette session devait se faire en présentiel, en physique, puis on l'a fait évoluer sur une session full web. Donc, vous voyez que là, ça nous a permis de séparer les tâches, de les assigner à des personnes et lorsqu'elles sont terminées, de pouvoir venir les flaguer comme étant terminées. On a aussi mis le PowerPoint dans un onglet. Bon, c'est juste pour vous montrer quelques fonctionnalités possibles. On a aussi le PowerPoint qui permettrait, dans le cadre d'un travail avec des collègues, de pouvoir passer ces éléments-là tous ensemble, et éventuellement même de pouvoir les modifier. Ici, on est sur une version de PowerPoint qui est un petit peu plus light et qui permet de travailler à plusieurs sur le même document sans sortir de Teams. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir Teams d'installer ou PowerPoint d'installer sur ma machine. Là, vous voyez que je suis dans mon navigateur web ici et j'ai lancé Teams et j'ai accès directement à mon PowerPoint. Bien entendu, dans le cadre de l'équipe que j'ai créée, alors bien souvent une équipe, c'est lorsque l'on veut travailler sur un projet transverse avec plusieurs compétences, plusieurs personnes de notre société, on va avoir la partie qui nous permet de chatter. Donc là, vous voyez que ici, j'ai posté les slides dans mon équipe et puis j'ai indiqué à Florian en le taguant que les slides étaient disponibles. Lorsque je tag une personne, ça va permettre que cette personne-là soit notifiée, donc elle va recevoir une petite notification en bas à droite de son écran, lui disant qu'une personne l'a tagué pour réalisation d'une tâche ou autre. C'est assez simple de taguer une personne pour tous ceux qui utilisent Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. C'est exactement la même façon qu'on va taguer. On va mettre un petit arrobase, commencer à écrire le nom de la personne et on va pouvoir sélectionner cette personne-là. Donc là, ça permet, c'est un chat qui est persistant. Donc ça va me permettre de remonter dans le temps et éventuellement, j'intègre une nouvelle personne à mon équipe. Je vais lui donner accès donc, à cette équipe-là et il va pouvoir remonter dans le temps tous les chats et toutes les discussions qui ont été faites. Ça permet de diminuer le mail dans le cadre d'un projet. Par exemple, souvent, on voit des personnes qui envoient un mail « Est-ce que tu as pu faire telle tâche ?» Et le correspondant va lui dire en face « Oui, j'ai fait telle tâche, mais il me manque tel élément. Est-ce que tu peux me le fournir ?» Et on va voir
5, 6, 7, 8, 10 échanges mail sur un seul petit sujet comme ça, qui vient souvent un petit peu polluer notre boîte mail. Ce type d'échange-là, typiquement, c'est ça qu'on va avoir dans le chat ici. L'échange de fichiers, souvent par mail, on va avoir réponse à l'appel d'offres SLN V0.1, puis après une autre personne va répondre V0.2, puis V0.3, etc. Puis à la fin, on ne sait plus qui a la vraie version, qui a la bonne version, où sont les dernières modifications. Et on a du mal, du coup, à récupérer les bons éléments. Dans des outils comme Teams, Slack, etc., vous allez avoir un onglet Fichiers qui va vous permettre de mettre l'intégralité des fichiers sur lesquels vous travaillez. Donc là, vous voyez qu'il y a le PowerPoint qui vous a été présenté tout à l'heure. Mais je peux très facilement, ici, hop, en récupérant. Donc je suis sur mon ordi, hein, j'ai récupéré un fichier qui est un PNG que je vais drag and dropper. Donc j'ai juste pris ma souris, cliqué sur le fichier de mon navigateur, de mon explorateur Windows, pardon, et je vais le lâcher dans l'interface. Et vous voyez que le fichier download.png a bien été inséré au niveau de mon onglet fichier. Ça permettra à toutes les personnes qui ont accès à l'équipe, tout simplement en cliquant sur le document. Donc là, je vais cliquer sur le PPT. Vous voyez que directement, le PPT va s'ouvrir dans Teams. Je n'ai pas besoin d'avoir PowerPoint installé. Dans le cadre d'une image, je n'ai pas besoin d'avoir un éditeur d'image ou autre d'installer. L'intégralité des éléments s'ouvrira au sein de votre... On a un onglet wiki qui est présent ici. Alors ça, c'est une spécificité de Teams qui déploie un wiki par défaut. Ça peut être utile dans les projets pour pouvoir donner des indications un petit peu aux équipes. Comment est-ce que je fais telle tâche, comment est-ce que je renseigne les documents, ou si on est plus sur une équipe organisationnelle, on va créer l'équipe RH ou l'équipe finance, ça peut permettre ici de détailler et d'étaler des procédures. Un autre élément intéressant dans Teams, c'est de pouvoir avoir son calendrier. Donc ici, vous voyez que j'ai un petit lien calendar, et ce lien calendrier est connecté à mon calendrier Outlook. Donc là, on est sur un compte de démonstration, ce n'est pas mon compte de production. Mais ici, je vois l'intégralité de mes rendez-vous Outlook. C'est comme ça que Teams peut savoir s'il doit vous mettre en occupé ou si vous lancez une conversation qui va vous mettre en ne pas déranger. Mais vous allez aussi pouvoir créer ici un meeting programmé qui aura un lien Teams. C'est exactement ce qu'on a fait pour que vous puissiez avoir un lien sur lequel vous avez cliqué aujourd'hui pour rejoindre le rendez-vous. Si je clique sur le bouton Nouvelle réunion, vous allez avoir une interface qui est un peu similaire à l'interface de réunion, de rendez-vous que vous pouvez avoir dans Outlook. Vous allez ajouter un titre, vous allez inviter des personnes, hop, vous allez renseigner plusieurs informations. Éventuellement, ici, vous pouvez ajouter la réunion dans un canal existant. Ça permettra à la personne d'avoir un bouton dans le canal pour rejoindre la réunion directement. Hop, et je vais envoyer mon invitation. Donc là, vous voyez que cette invitation est créée dans mon calendrier Teams, mais mon calendrier Teams étant lié à mon calendrier Outlook, ce sera également créé dans mon calendrier Outlook. Toutes les réunions que vous pouvez avoir qui ont des liens Teams, hop, vous voyez là, je vais cliquer dessus. J'ai un bouton rejoindre. Je vais cliquer sur rejoindre. Alors je vais couper ma caméra et mon micro pour pas qu'il y ait un double écho. Et je lance du coup. Voilà. Donc là, j'ai rejoint une réunion dans un second environnement Teams avec Florian également. Donc on est en train de faire de l'inception de rendez-vous Teams. Et là, donc, vous voyez la caméra, je peux également chatter avec lui et je pourrais partager mon écran, partager des documents ou travailler en direct sur un Word, sur un Excel, sur un PowerPoint ou autre. Donc, je vais volontairement maintenant terminer ce rendez-vous-là et revenir sur mon calendrier. Donc ici, vous voyez que mon test a été créé et si je retourne très rapidement dans mon canal qui s'appelle Session télétravail, vous voyez que là, ici, on voit qu'une réunion a été programmée pour le vendredi 20 à 9h30 et que si je clique dessus, ça m'amène directement sur le détail et toujours pareil, j'ai le bouton rejoindre qui me permet de rejoindre directement une réunion. Ça se fait beaucoup quand dans le cadre d'un projet, on va créer un canal et plutôt que de s'envoyer des mails pour programmer une réunion ou autre, on va programmer la réunion, la publier dans le canal, comme ça les gens n'ont plus qu'à aller dans le canal pour pouvoir rejoindre la réunion. Donc,
Tout ce qui va être appel, ça fonctionne pas en Calédonie. On peut pas aujourd'hui, ou alors ça va être très complexe et très coûteux de le mettre en place. On n'a pas la possibilité d'avoir un abonnement directement via Office 365 pour se plugger à des appels ou des textos directement depuis Teams. Si vous voulez le faire, il faut installer des logiciels et des matériels très spécifiques pour s'interconnecter avec ce que vous pouvez avoir en interne. Par contre, si vous voulez faire des appels Teams, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais en one-to-one, vous pouvez aller dans les chats, sélectionner une personne, et ici, vous allez avoir soit l'appel via le petit icône téléphone, soit lancer un appel vidéo avec le petit icône. Si jamais vous voulez faire des rendez-vous et des appels à plusieurs personnes, ou des chats à plusieurs personnes, vous avez ici un petit icône à deux personnes avec un plus qui permet d'ajouter autant de personnes que vous voulez. Enfin, ici, vous voyez qu'on a déjà préparé un chat où il y a plusieurs personnes. Donc, dans ce chat, il y a Florian, Florent et moi-même. On est capable de renommer le nom du chat. Ici, on a appelé ça Pilot Teams. Vous pouvez renommer votre chat. Si vous faites un chat spécifique sur un projet ou pour un événement, c'est tout à fait possible de le faire. Et ici, lorsque j'écris quelque chose, les deux personnes présentes dans ce groupe-là, donc Florian et Florent, vont recevoir une notification sur leur PC comme quoi un message est arrivé et pourront y répondre. Donc là, on voit que Florian est en train de répondre. Je devrais avoir une réponse d'ici peu de temps. Voilà. Hop. Vous pouvez, alors souvent, il y a des messages qui nous permettent de répondre juste par un oui ou par un non. Alors souvent, dans ces outils-là, on a tendance à faire un pouce pour dire OK ou bien reçu, ou un cœur si on aime vraiment ce qui a été dit. Donc là, je vais lui mettre un pouce pour dire que j'ai bien reçu son message. Dernier élément, si je lance un call ici, avec ce groupe-là, automatiquement, les deux personnes de ce groupe seront invitées à rejoindre le call et ça sonnera sur leur smartphone ou sur leur ordinateur en fonction de là où leurs applications sont installées. Le dernier point sur lequel je passerai dans le cadre de cette démo, c'est le petit onglet Fichiers. Ici, automatiquement, vous allez voir tous les fichiers que vous avez. Alors, je suis sur le lien récent. Vous allez voir tous les fichiers que vous avez récemment utilisés, sur lesquels vous avez récemment travaillé. Vous pouvez, en cliquant sur Microsoft Teams, l'outil va aller voir tous les fichiers existants auxquels vous avez le droit d'accès et va vous les lister. Donc, dans mon cas, vous voyez le fichier webinar.pptx et download.png. Mais vous pouvez tout à fait ici demander à Teams d'aller lire ce qu'il y a dans votre OneDrive ou dans d'autres produits. Dans l'ajout de connecteurs, on est capable de lier un Dropbox, de lier un Box, de lier un Google Drive, et ça permet d'afficher au sein d'une seule et même interface les fichiers qui seraient dans ces outils-là. Ça permettrait également de pouvoir les utiliser dans des canaux d'équipe que vous auriez créés. Donc, on n'est pas que sur un environnement isolé. On a tout à fait la possibilité d'ajouter des connecteurs avec beaucoup d'outils du marché. Là, on vient de voir Google Drive, Dropbox, etc. Tout à l'heure, je vous ai montré l'outil de To-Do qui était le planeur qui était intégré à Teams. Mais ici, si dans votre entreprise, vous utilisez par exemple Trello ou Asana pour certains, vous pouvez tout à fait intégrer un connecteur Trello ou un connecteur Asana pour pouvoir remonter ces éléments au sein de votre environnement Teams. Ça marche exactement de la même manière pour ceux qui utiliseraient Slack, par exemple. Slack permet de s'interconnecter avec énormément d'autres éditeurs du marché pour que vous puissiez intégrer votre Trello, votre messagerie Gmail, votre Google Drive ou votre Dropbox. C'est exactement la même philosophie. J'en ai fini pour la démonstration. Je vais repasser sur les slides. C'est en cours de partage. J'attends un petit peu pour que vous ayez tous accès à mes slides. Si jamais certains ne les voient pas, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Donc, on vient de terminer la démonstration des outils. Et maintenant, dans les temps actuels, si vous n'avez pas d'outils comme cela, beaucoup de sociétés nous ont demandé comment on fait pour le mettre en place rapidement. C'est des types d'outils qui changent la façon de travailler. Ils changent les usages. On n'est plus sur un serveur de fichiers classique, mais un onglet qui s'appelle Fichier.
dans lequel je vais naviguer, je vais cliquer sur mon document Word, il ne va pas forcément s'ouvrir dans mon Word client lourd, il va s'ouvrir dans l'interface et je vais pouvoir travailler avec plusieurs personnes sur mon document. En temps normal, on prendrait le temps de former l'intégralité des équipes, de former l'intégralité des administrateurs, de dérouler une gouvernance, etc. Dans les temps qui courent, on a tendance à le déployer de manière un petit peu plus rapide et de l'aller sur des usages très très spécifiques et très très dédiés. Ça va être par exemple uniquement le chat ou uniquement la visioconférence ou la voix. C'est assez rapide, on voit que les icônes sont assez simples, ça correspond à pas mal d'outils comme Messenger, WhatsApp ou autres. On n'a pas trop de complexité à utiliser ces usages-là. En règle générale, ce que disait Florian au début de notre webinaire, c'est que les compagnies, les sociétés utilisent aujourd'hui beaucoup le VPN pour se connecter à leur serveur de fichiers ou à leurs outils métiers. Donc cette partie-là, on a tendance à pas l'intégrer là tout de suite maintenant si vous voulez aller vite. On va vraiment intégrer la partie uniquement chat et vidéo. Si jamais vous n'avez pas d'environnement 365, Microsoft fournit des licences d'essai, donc vous pouvez très facilement et très rapidement avoir 25 licences d'essai gratuites pour un mois. Ça vous permet d'activer 25 personnes dans votre société afin qu'elles puissent avoir accès à des outils comme ça. Slack, par exemple, met à disposition une version gratuite aussi, où vous êtes limité à un stockage de 10 gigaoctets pour l'intégralité de votre entreprise, mais ça permet de rapidement arriver sur un mode qui n'est pas le mode complet, qui est un peu le mode dégradé, mais qui permet d'accéder à ces outils-là. Dans le cadre de l'Office 365, vous avez très rapidement donc accès à ces 25 licences. Normalement, elles sont livrées en moins de 24 heures. Et après, si vous gardez les outils, dépendamment de l'abonnement que vous prenez, avec plus ou moins d'outils, le coût sera plus ou moins élevé. Ensuite, il faut faire attention à ces outils-là, bien souvent sont liés à vos utilisateurs internes. Dans vos sociétés, vous avez probablement des directories qui stockent l'intégralité de ces utilisateurs. Ça peut être de l'AD ou du LDAP pour ceux qui sont sous Linux. Pensez bien à intégrer l'import en masse de tous vos utilisateurs. Ça peut se faire soit via des connecteurs existants, soit via des petits scripts qui vont venir insérer tous vos utilisateurs dans l'environnement, que ce soit Slack, Google ou Microsoft Teams. On est capable de le faire. En règle générale, ça va prendre, on va dire, 3 à 4 heures, le temps de s'interconnecter à votre système existant, d'en faire l'export et de le réinsérer dans l'environnement que vous avez choisi. Pensez quand même rapidement à micro-former vos utilisateurs. Alors pour ça, on ne pourra pas passer avec chaque utilisateur ou les faire venir en session de formation si vous voulez aller vite. Si par exemple, vous voulez mettre Teams dans votre entreprise pour lundi. Par contre, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser des fiches de type one-pager. Vous avez une page comment se connecter à Teams, une page comment lancer une conversation avec une personne, comment partager un document, etc. Et ça va permettre à vos utilisateurs de s'auto-former. Donc on a un pool de plusieurs pages, on est sur une vingtaine de pages aujourd'hui de one-pager qu'on fournit à nos clients lorsqu'ils veulent aller vite et qu'ils veulent que leurs utilisateurs s'auto-forment. N'oubliez pas le support technique. Même si en ce moment, on veut aller vite, on veut que très rapidement des gens aient des outils pour chatter, etc., ils vont avoir quelques petits problèmes et il faut que votre support technique soit accompagné et soit capable de répondre à leurs problématiques. Donc pour ça, un petit accompagnement de 2 heures à leur montrer les interfaces principales et les problématiques principales des outils, que sont Teams, Google Hangout ou Slack, est important. Enfin, pensez bien aussi à montrer via tous ces outils-là, vous pouvez prendre la main à distance sur les PC. Donc ça veut dire que directement depuis Teams, Slack ou autre, je vais pouvoir prendre la main sur la machine de mon collaborateur pour pouvoir le dépanner. S'il a un souci sur son logiciel métier, sur son VPN ou autre, je vais juste par le biais de mon outil et de ma connexion Internet pouvoir le dépanner. On avait dit 50 minutes, on a commencé à 40, il est presque la demi, on est pile poil dans les temps. Je vois qu'il y a eu une question dans le chat, donc je vais répondre à cette question et puis après on sera sur une session de questions-réponses ouvertes. Donc on le fera une personne après une personne pour pas que ce soit trop le brouhaha. Mais donc la première question posée par Benjamin, c'était quid des contacts dans l'autre société? Alors, je suppose que la question, Benjamin, c'était si je fais partie d'une société et que j'invite une autre société, comment je vois les contacts de cette société dans mon environnement de communication, c'est ça? Hop, alors ton micro doit être coupé, Benjamin. Non, c'est bon, il n'est pas coupé. Allô?
Oui, donc tu me confirmes, c'est ça, hein, c'est par exemple, moi je suis SF2I, j'invite OPT, comment est-ce que je vois les utilisateurs OPT, Euh, c'est bien ça? Pas forcément aussi loin. Plus je suis en réunion avec un collaborateur Oui, interne de l'OPT et je oui. vais inviter en réunion un prestataire externe, SF2I par exemple, sur un dossier. Comment je fais? Donc c'est possible de le faire, mais il va falloir que des... Alors déjà, on prend l'exemple de Teams et d'Office 365. Si tu veux pouvoir le faire, donc soit tu fais une réunion publique comme on a fait aujourd'hui, mais là c'est Ouais, un lien que moi je vais recevoir. Je c'est vais ça. cliquer sur le lien et je vais intégrer la réunion exactement comme aujourd'hui. Mhm. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci, hein. Ça se fait via ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau de Ouais, ouais. calendrier, hein. Donc le lien va être partagé, tu me forwardes ce lien-là, il n'y aura aucun souci. Après, si tu veux m'intégrer vraiment directement, comme je vous montrais dans un chat ou autre, il faut que votre environnement permette d'inviter des utilisateurs externes et que D'accord. notre environnement permette aussi d'accepter et de rejoindre des communications dans des environnements externes. Donc il y a double configuration à faire, que ce soit à la source et à la destination, pour permettre cela. Donc, nous, on Ok. l'a fait, pour Et certains là- clients, on le fait, mais il y a certaines sociétés qui peuvent, par stratégie, de bloquer, hein, le ouais, font bien pas. sûr. D'accord. Et c'est forcément de Teams à Teams. Non, j'allais Euh, ajouter le petit truc là-dessus. Donc en fait, c'est Teams ou du Skype, voilà, ou des personnes qui sont actuellement sur Skype. On peut communiquer directement entre nous. D'accord. mais on ne pourra pas faire Teams à Slack, par exemple. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, je reprends juste le chat pour voir s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Non, c'était la seule question écrite dans le chat. Du coup, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai un petit supplément pour Benjamin. Donc, effectivement, en chat, on ne peut pas communiquer de Teams à Skype. Enfin, on peut communiquer que de Teams à Skype ou de Teams à Teams. En Mhm. revanche, pour les réunions, on peut y accéder via n'importe quelle adresse mail. Aujourd'hui, une adresse Lagoon, hein, peut être invitée dans une réunion Teams et y accéder. Oui, oui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé, j'ai été coupé en plein milieu de présentation. Donc, je vous ai rejoint en cours. Ça a été le démo live, mais c'est bon. On a récupéré la démo et je pense que ça s'est déroulé à peu près bien. Alors, on a une question avec de Florian Chabot. Y a-t-il une limite en termes de participants? Alors, je l'ai plus en tête, mais elle est assez monstrueuse. Il me semble que c'est pas loin de 1000 participants à un webinar, par exemple, ou à une réunion Teams. T'as le nombre exact, Silver? Alors jusqu'hier, c'était, alors je n'avais plus l'ancien nombre, mais c'était 1500 ou 2500 personnes. Et au vu de l'explosion de l'usage des outils collaboratifs de ces dernières semaines, Microsoft, en très peu de temps, a réussi à faire sauter cette limite. Donc aujourd'hui, on est sur un nombre illimité de personnes qui peuvent se connecter à ce qu'on est en train de faire, un webinaire par exemple, pour pouvoir y assister. Donc après, ça va supposer que si toutes ces personnes sont au même endroit, hein, je prends un webinaire qui se ferait depuis l'OPT par exemple, si vous avez 500 personnes qui se connectent en même temps, il faut quand même avoir le tuyau à l'endroit où vous vous connectez pour pouvoir récupérer le flux vidéo, envoyer la donnée, etc. Mais aujourd'hui, Florian, on n'est plus limité à un nombre de personnes. Donc, moi, j'ai eu une question par mail ce matin qui est par rapport aux événements du moment. Vous allez trouver beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment le fait que les serveurs Microsoft se sont écroulés en métropole. Donc effectivement, il y a eu une énorme charge de travail cette semaine sur les serveurs Microsoft. Ça a été résolu en moins d'une demi-journée. Donc voilà, on met beaucoup le point dessus. Aujourd'hui, Microsoft a réussi à augmenter la charge de ses serveurs et donc de résoudre les problèmes de communication et de webconférence sur leurs serveurs. La preuve, on arrive à faire une réunion à plusieurs sans être coupé pendant 1 heure. Je rebondirai juste là-dessus. Et pas mal d'acteurs du marché ont subi et subissent des grosses surcharges en ce moment.
Donc on va voir, on a vu d'autres éditeurs aussi dans différents outils qui ont eu des petites problématiques de surcharge. Donc on a vu ça en début de semaine ou fin de semaine dernière. Tous les éditeurs du marché, que ce soit Slack ou autres, ont mis les bouchées doubles pour éviter une coupure complète et qu'on subisse que des baisses de capacité plutôt qu'une coupure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, attention, vous avez tous vos micros coupés. On a coupé les micros en début de conférence. Donc, si jamais vous avez des questions, pensez à cliquer sur le petit micro dans l'interface qui doit avoir une barre dessus pour dire qu'il est coupé. N'hésitez pas à cliquer dessus pour réactiver votre micro. Oui, c'est Catherine Rieux. Vous avez parlé d'installer ce type de process dans les entreprises. Par exemple, pour 5 collaborateurs, quel est le coût? Est-ce qu'on parle en termes de licence ou en termes de déploiement? En termes de licence et en termes de coût d'intervention des SF2I. En termes de licence, on sera sur. Vous avez déjà un mois gratuit pour 5 utilisateurs, donc on peut bénéficier de ce mois-là. Si vous voulez avoir accès que à Teams pour pouvoir chatter, etc., le coût est de 700 francs par mois par utilisateur. D'accord. Donc Okay. on ne sera pas sur quelque chose d'assez coûteux. Et en délai d'intervention de notre part, on va être sur une demi-journée de travail grand maximum. Comme ça reste très peu de personnes, très peu d'utilisateurs. Comme on vous l'a montré, l'accès se fait via une URL web. Donc là-dessus, c'est quelque chose même de ce point de vue-là qui sera peu coûteux pour vous, puisqu'on n'aura qu'une demi-journée de travail à faire pour pouvoir vous fournir l'accès. D'accord. Et donc, vous installez le système sur 5 PC différents. Alors, du coup, on n'aura pas d'installation à faire, ça se fait vraiment via le navigateur. Je vais laisser Florian rebondir là-dessus, parce qu'il en a fait énormément ces 2 derniers jours. Donc oui, Catherine, donc nous ce qu'on fait en fait, c'est juste l'ajout d'utilisateurs, donc la création de l'environnement, l'instanciation, l'ajout d'utilisateurs et la configuration sur 2-3 petits points qu'on a identifiés. Est-ce qu'on veut que de la collaboration, par exemple, que de la communication, donc de l'appel, etc., ou est-ce qu'on veut aussi pouvoir jouer avec du fichier? Ça ne demande pas de surcoût, ce genre de choses, c'est juste une question de paramétrage. Donc, ce serait fermer des accès à certains endroits si besoin. Et nous, en fait, on fournit un package qui comprend donc l'installation de l'environnement, 2 heures de support technique une fois que c'est installé, et l'ensemble des fiches pour pouvoir utiliser la suite, donc pouvoir communiquer avec les utilisateurs pour qu'ils prennent en main rapidement les outils. Et on fait ce package à 100 000. D'accord, ok. Ok, très bien. J'ai répondu à tes questions, Catherine? Oui, c'est ok. Et si on valide votre intervention, vous nous envoyez un mail avec le devis, on le signe, on vous le renvoie? C'est ça, et nous, on installe dans les 2 jours, quoi. D'accord. Et nous, à notre niveau, on est tous consignés à domicile, malgré les décisions du gouvernement. Donc, on n'a pas tous forcément des imprimantes chez nous. Si on te valide le devis par retour de mail sans signature, ça fonctionne aussi? Alors, je laisserai Silver répondre là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, il n'y aura pas de problème là-dessus. Aucun souci. Merci, Catherine. Merci beaucoup, et n'hésite pas à prendre la tâche de Florian ou moi-même si tu veux qu'on approfondisse cela. Il y a une autre question dans le chat. Quels sont les systèmes d'exploitation et les périphériques qui sont compatibles? Alors aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation supportés sont compatibles. Donc dans supporté, aujourd'hui, on n'a plus Windows 7. Windows 7 aujourd'hui n'est plus supporté par Microsoft, donc on ne pourra plus installer l'application dessus. Officiellement, Microsoft demande à ce qu'on soit sur une version de Windows supportée. Donc aujourd'hui, c'est Windows 8.1, Windows 10. Pour macOS, ça va être une des 3 dernières versions de macOS, donc l'actuelle et 2 dernières. Et pour Linux, il demande à ce que l'on soit dans la dernière version supportée
des éditeurs, donc notamment si on prend Ubuntu, là je crois que la dernière c'est 19.04, qui demande qu'on soit dans la dernière version. Après, le gros avantage de Teams, c'est qu'il peut être accessible depuis n'importe quel navigateur. Donc si vous êtes sur un PC en Windows 10, mais que vous n'avez pas forcément l'installeur, ou vous n'avez pas envie d'installer Teams sur votre PC, parce que ce n'est pas le vôtre, c'est un PC de passage ou autre, vous avez juste à accéder au lien dont Florian a parlé tout à l'heure, hein, portal.office.com dans le cadre de Teams, pour pouvoir du coup, utiliser l'intégralité des fonctionnalités de Teams. Ensuite, pour les périphériques autres, donc on va parler de tablettes, on va parler smartphone. Aujourd'hui, tous les OS sont supportés, donc que votre tablette soit une tablette Windows, une tablette iOS ou une tablette Android, il y a les applications qui sont disponibles. Et encore une fois, même si votre téléphone est un peu trop vieux et qu'il ne permet pas d'installer l'application, il y aura toujours les navigateurs Internet qui permettront d'y accéder. Une autre question sur la sécurité d'accès aux fichiers dans Teams. Est-ce qu'on peut gérer la sécurité des fichiers? Florian, je vais te laisser répondre. Pardon, j'ai coupé mon micro. Je voulais un petit peu plus de précision sur la question, Paul, si possible. Donc, sur la sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que Teams chiffre de bout en bout ces données, donc c'est-à-dire du départ de votre PC jusqu'à l'inscription sur le serveur de destination. Donc nous, on recommande bien sûr de créer les environnements sur des environnements français, ce qui permet d'être complètement compliance avec la RGPD, et Silver pourra beaucoup plus vous en parler que moi. Ensuite, pour les notions de sécurité entre collaborateurs, donc Silver vous a montré tout à l'heure le principe d'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être les collaborateurs qui vont pouvoir gérer eux-mêmes leurs équipes. Donc, c'est eux qui vont pouvoir gérer la sécurité des fichiers. Donc, savoir qui accède à quoi, tout simplement. Cela s'effectue par canaux. C'est-à-dire qu'au niveau d'un canal, on est capable de sélectionner les gens qui ont accès à nos fichiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Flo, non, c'est bon, tu as répondu à ma question. Merci, Paul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En écrit ou en oral, n'hésitez pas à couper à réactiver du coup votre micro. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vous propose de clôturer la session. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci, parce que vous êtes quand même pas mal nombreux. On a changé au dernier moment. Hein, hier, on a envoyé un mail en indiquant que du coup, ça ne serait plus en présentiel, mais en mode web. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là. On est aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à Florian hein, qui a fourni un travail assez conséquent pour pouvoir préparer cette session aujourd'hui, les démos. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis bon courage pour la suite. Merci à tout le monde. Merci d'être présent.